Bienvenue dans Dossier Schaeffer. Vous l'avez sans doute remarqué, il ne se passe pas un jour sans que les médias ne se fassent l'écho d'affaires criminelles, d'enquêtes judiciaires ou de procès. Derrière cette actualité extrêmement riche se cache un monde fascinant et obscur, celui des professionnels de la criminologie et de la criminalistique. Dossier Schaeffer a décidé de leur donner la parole. Le 17 octobre 1902, rue Saint-Honoré à Paris, le corps inanimé d'un domestique est découvert. L'homme est étranglé, la vitrine du grand salon brisée. Aucun témoignage, aucun suspect, l'enquête est délicate. Alphonse Bertillon, chef de l'identité judiciaire, est chargé de l'affaire. C'est un adepte de l'anthropométrie. En mesurant crâne, os, pieds, visage, il veut identifier les délinquants et les récidivistes qui n'hésitent pas à changer d'identité. Depuis quelques années, chaque fiche était donc méticuleusement annotée et comportait des empreintes digitales. Pour le meurtre de la rue Saint-Honoré, Alphonse Bertillon compare des traces de doigts relevées sur la vitrine brisée avec les quelques centaines de fiches qu'il possède. Et là, découverte, les traces correspondent aux empreintes d'un certain Henri-Léon Schaeffer, déjà arrêté pour vol et abus de confiance. Il est confondu et son histoire se terminera au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Bertillon, lui, rentre dans l'histoire. Grâce à cette affaire, la police technique et scientifique prend son essor. Désormais, sur chaque scène de crime, les traces seront systématiquement prélevées et comparées avec les empreintes digitales figurant au fichier. Jean-François Abgral, lorsque vous étiez enquêteur à la gendarmerie pendant près de 20 ans, vous avez sillonné la France, notamment quand vous avez travaillé sur l'affaire Francis Holm, le routard du crime. Aujourd'hui, vous êtes enquêteur privé, les choses n'ont pas tellement changé, vous êtes toujours entre deux trains ou deux avions. Finalement, le voyage, le déplacement fait partie intégrante de votre vie d'enquêteur. C'est évident, parce qu'une enquête, c'est physique, c'est beaucoup de déplacements. Il faut aller rencontrer les témoins, s'imprégner des lieux du crime, et puis chercher des indices. Et tout ça, c'est des déplacements. Il faut l'accepter au départ, et ça fait partie de la vie d'enquêteur. Richmond, il est 21h. Le représentant du médecin légiste doit se rendre sur un homicide. Sale routine. Cet homme se rend sur environ 80 crimes par an. Sur place, la police a déjà sécurisé le périmètre de la scène de crime. Elle attend l'arrivée du technicien. En Virginie, nul n'est autorisé à toucher au corps avant le représentant du médecin légiste. Ceci afin de préserver tous les indices. On intervient pour faire en sorte que personne ne marche sur des indices, comme le sang par exemple. Avec la police qui recherche la moindre trace pour reconstituer les circonstances du drame, le travail du technicien commence. Ce soir, c'est un jeune homme de 20 ans qui a été abattu par balle. Vas-y, donne-moi de la lumière. On va commencer par la tête. On a des ecchymoses, il y a un trou dans le crâne, 1, 2, 3 dans la poitrine. Il n'a pas pu être agressé de ce côté-là et avoir un trou par ici. Il devait tourner la tête. La mission est terminée pour le représentant du légiste. Son rapport et tous les éléments trouvés sur la scène de crime suivront le corps et seront passés au crible à l'Institut médico-légal pour une autopsie. C'est là qu'officie le docteur Marcella Fierro, 35 ans de médecine légale derrière elle et des milliers d'autopsies. Comme chaque matin, elle opère avec ses collègues dans sa propre salle d'autopsie. Aujourd'hui, c'est un autre cas. Un homme a été écrasé par une voiture des forces de l'ordre. Une mort forcément suspecte qui justifie une autopsie poussée avec la présence d'un enquêteur. Ancienne journaliste de faits divers, c'est à la morgue de Richmond en Virginie que Patricia Cornwell découvre la médecine légale. Cette expérience se transforme vite en véritable passion. Elle se sert de ses connaissances et de ses contacts dans ce milieu pour nourrir ses romans.
Patricia Cornwell est devenue au fil des années la femme qui fait parler les morts. Ce qui est dur à comprendre pour de nombreuses personnes, c'est que je ne me considère pas uniquement comme un écrivain. Je vis ce que je fais, je vis ce que j'écris. Par exemple, je m'implique dans l'Académie nationale des sciences criminelles au Tennessee. Là-bas, nous aidons la police à reconstituer de fausses scènes de crime en vue d'entraîner les officiers. Je les suis sur le terrain, je fais les mêmes choses qu'eux. J'essaye de participer à l'entraînement. Il n'y a pas de frontière entre ce que je fais à mon niveau pour apporter une contribution dans ce domaine et les recherches que j'effectue personnellement pour mes livres. Le Tennessee, aux abords de Knoxville. Derrière l'hôpital de cette petite ville américaine, un endroit unique au monde. Plus d'1 hectare boisé, protégé des intrus comme des regards. Nous sommes à la ferme des corps. Ici, des cadavres arrivent régulièrement. Je lui mets une étiquette d'identification. C'est une étiquette qui porte le numéro qu'on a attribué à cet individu. Désormais, il sera le numéro 4605D. Cet homme a fait don de son corps à la science. Sa chair va pourrir à l'air libre. Les scientifiques viendront observer chaque jour les traces que cette putréfaction laissera sur le sol. Les cadavres proviennent de dons à la science ou de corps non réclamés de la morgue. Ils sont placés à même le sol, dans des lieux clos, des coffres de voitures, des mares ou sous la terre. Tous les paramètres qui peuvent influencer la vitesse de décomposition sont observés, le poids, les vêtements, les blessures. En 1984, lorsque j'ai décidé d'écrire des romans policiers, j'ai eu l'opportunité de me rendre dans une morgue et de discuter avec un médecin légiste à propos des autopsies, des sciences criminelles, de l'utilisation du laser et des analyses ADN dont on commençait alors tout juste à parler. Et ce moment a été comme une révélation. Je me suis dit, c'est là que je veux être. Je veux ramasser les éléments abandonnés à la suite d'un crime, voir s'il est possible de reconstituer à partir de ces indices les instants, les jours qui ont précédé l'affreux événement et de les amener à raconter une histoire. Notre invité, Olivier Pascal, dirige le laboratoire de génétique moléculaire du CHU de Nantes. À 49 ans, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de l'exploitation d'indices ADN dans une enquête criminelle. Pharmacien de formation, docteur ès sciences, cet expert national près les tribunaux a travaillé sur de nombreux dossiers médiatiques comme l'affaire Cécile Bloch ou l'affaire Pierre Chanal. Quand l'ADN a-t-il été utilisé pour la première fois dans la résolution d'une affaire criminelle? Il faut remonter en Angleterre en 1985 où la police a mis à contribution un jeune chercheur anglais qui était Alex Jeffreys et qui sera pour ses travaux anoblis, qui deviendra Sir Alex Jeffreys et qui a utilisé les variations de l'ADN pour résoudre un viol. Dans votre travail, donc évidemment, il y a le scientifique qui parle, mais il y a aussi évidemment l'homme. Très souvent, il y a des affaires qui vous ont marqué plus que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en citer? Il y en a une qui me tient très à cœur, bien sûr, c'est l'affaire de la petite Cécile Bloch, qui a été assassinée il y a plusieurs années. On sait maintenant qu'il s'agit très probablement d'un tueur en série, puisque plusieurs autres affaires lui sont imputées. Et elle me tient tellement à cœur que j'ai une partie du code génétique dans la tête. Vous l'avez mémorisé? Je l'ai mémorisé, 16-17, 16-17, 7-9-3. Vous avez mémorisé totalement son code? Et dans tous les dossiers, je regarde si par hasard je ne peux pas le retrouver. Et bien sûr, ça serait quelque chose d'extraordinaire de pouvoir enfin mettre un visage sur cet enchaînement de chiffres et qu'on pourra mettre hors d'état de nuire un dangereux criminel. La vue du sang évoque presque toujours la mort violente, le meurtre. Ne parle-t-on pas de crime de sang? Dans l'Antiquité comme dans la Bible, la simple vue de l'hémoglobine suffisait à prouver le décès, même en l'absence de cadavre. On comprend alors l'intérêt pour le meurtrier de faire disparaître les taches sanglantes, dissimuler son méfait, se purifier et surtout éliminer les preuves, car les traces de sang peuvent parler. Un expert saura reconnaître les fines gouttelettes provoquées par un coup de feu, ou les larges traînées occasionnées par un marteau.
Mais malgré les efforts de lessivage des criminels, le sang reste un adversaire coriace. Pour révéler ces traces de sang effacées ou lavées, même plusieurs années après, les hommes de Thierry Varotti, tous agents de la police technique et scientifique à Écully, disposent d'un produit révolutionnaire, le Blue Star. Ce révélateur permet de détecter des traces de sang diluées jusqu'à 1000 fois. Dominique Léconte, il y a une rumeur qui dit qu'il y a plus de meurtres les soirs de la pleine lune. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'ai vérifié. D'abord, je l'ai vérifié parce que je me suis dit pourquoi pas. Et puis je sais que certains d'entre nous, on se disait on va pas prendre les gardes de la pleine lune parce qu'on va être débordés. Et en fait, pas du tout. Il y en a autant que les autres jours. Il n'y a pas de difficulté. Il y en a autant. Il n'y a pas de saison, ni de mois, ni de particulier en fait. Non. On parle souvent de la religion de l'aveu, et ce n'est probablement pas innocent. Pour obtenir la vérité, tous les moyens sont bons, et parfois permis. Aux États-Unis, le recours aux technologies les plus sophistiquées est une pratique courante. Détecteurs de mensonges, sérum de vérité ou hypnose. Des méthodes qui, en France, ont plutôt tendance à laisser sceptiques. L'interrogatoire sous hypnose, le pseudo-sérum de vérité qui met dans un état second, c'est comme l'interprétation des rêves. Il y a sans doute des éléments de vrai dans tout ce qui est dit, mais ça ne peut pas être quantifié scientifiquement. Alors il vaut mieux s'abstenir. À l'heure actuelle, la parole, l'interrogatoire, reste, qu'on le veuille ou non, la véritable base des enquêtes, quels que soient les progrès de la police scientifique et technique, progrès réels ou souhaitables ou en cours. Mais il ne faut pas, sous prétexte de vanter cette police scientifique et technique, oublier les véritables nécessités de l'enquête. Et les véritables nécessités de l'enquête, c'est tout ce qui tourne autour de cet interrogatoire et qu'il faut nécessairement développer. Alors une dernière question, Frédéric Pechner. Est-ce que le crime parfait existe? Alors la réponse est claire, venant d'un policier, le crime parfait n'existe pas. Il n'existe pas parce que au moment où vous tuez quelqu'un, vous ne pouvez jamais savoir si un jour ou l'autre, la brigade criminelle ne viendra pas vous chercher. Alors, il existe parfois parce qu'on ne trouve pas, mais il n'existe pas dans la longueur. Le criminel qui a tué il y a 5 ans, il y a 10 ans, il faut qu'il sache qu'il n'est pas tranquille et qu'il ne sera jamais tranquille, parce qu'il y aura toujours des gens, la brigade criminelle, qui le rechercheront. Merci Frédéric Pechner. Merci.